Comment le respect du vivant et des lois naturelles s'avère vecteur d'épanouissement et d'éveil à plus grand que soi. Nutrition, psychologie, spiritualité, naissance naturelle, maternage proximal et parentalité consciente, découvrons ensemble comment la santé du corps, de l'âme et de l'esprit permet de retrouver du sens et un abord joyeux de l'existence. Je suis Chloé Houdin-Gasquet, psychologue, psychothérapeute et maman de 3 enfants. Vous écoutez À Cœur Joie, le podcast pour naître et grandir en conscience. Aujourd'hui, je reçois Maja Mijailovic. Maja est maman, accompagnante en parentalité pour les familles et formatrice auprès des professionnels qui prennent en charge les enfants, éducateurs, enseignants, psychologues. Elle dirige l'Institut de l'accompagnement respectueux des enfants et on peut retrouver son actualité sur son site leslunettesdemaja.fr ou sur son Instagram du même nom. Bonjour Maja. Bonjour Chloé. J'ai souhaité te contacter pour aborder la question de la punition parce qu'on a beaucoup entendu parler d'une pratique prétendue éducative qu'on appelle le time-out et qui a fait débat entre les divers professionnels de santé, avec d'un côté les partisans d'une éducation positive et de l'autre ses détracteurs. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est le time-out ? Alors le time-out, c'est en fait une pratique comportementaliste en psychologie qui, comme son nom l'indique en anglais, time out, c'est un temps à l'écart, à l'extérieur, donc qui consiste à mettre à l'écart en isolant une personne de toute interaction de son milieu ou de le priver volontairement de toute forme d'interaction et d'attention. Voilà, ça c'est le cadre général, on va dire, de la définition de cette pratique. Il s'agit véritablement d'une punition, puisqu'elle vise à supprimer les comportements qui sont considérés comme indésirables en marquant la personne de cet isolement, de cette mise à l'écart. En France, on aime bien les anglicismes, donc on a repris en fait le terme du time out. Donc c'est pour ça que, comme tu le dis, ça a fait beaucoup débat. On en a beaucoup parlé dans les médias ces 2 dernières années, parce qu'on l'a repris à notre sauce, avec nos pratiques déjà éducatives traditionnelles, et on l'a associé à beaucoup de comportements différents. Donc ça va de enfermer l'enfant dans une pièce, j'entends même à clé, physiquement, à lui injoncter d'aller dans sa chambre, à le mettre au coin, à le mettre sur une marche de l'escalier. Enfin voilà, tout ce qui consiste à l'isoler finalement et supprimer ses interactions du moment, ou en tout cas avec les personnes qui sont présentes au moment où cette pratique a lieu. Ce qui fait débat surtout, c'est en fait savoir si on range cette pratique dans la parentalité dite sans violence ou positive, ou voilà, il y a plein de termes qui désignent un peu cette nouvelle façon d'aborder l'enfant sans lui faire justement subir des pratiques violentes, voire punitives. Donc le débat, il se situe là, c'est de se dire, est-ce que vraiment le time-out relève ou pas de la punition ? Moi, je m'étonne qu'il y ait cette question, puisque quand on regarde la définition vraiment américaine, finalement anglo-saxonne, d'où vient ce concept, dans les études, dans les définitions on va dire dans la littérature en psychologie, on l'associe systématiquement à la punition. Voilà. Donc, qu'on a emprunté ce sujet et qu'on se pose la question en France, je m'en étonne. Donc voilà, s'il y a une question à trancher d'emblée, c'est que oui, le time-out, quelle que soit sa forme, fait partie de pratiques punitives avec une plus ou moins intensité, une plus ou moins longueur de mise à l'écart, mais ça reste dans cette dynamique de la punition en fait qu'on l'utilise. C'est-à-dire qu'il y en a qui ne voient pas la punition comme une violence faite à l'enfant. Donc ça, c'est le deuxième sous-débat justement, puisqu'il y a Ouais. le premier niveau qui est de se dire, est-ce que c'est une punition ou pas ? Pour moi, on a tranché sur le sujet. Maintenant, la question effectivement de la punition, tout le monde n'associe pas forcément la punition à une violence. Voilà. Or, quand on a recours à une pratique punitive, on force l'enfant contre son gré, qu'on ne tient pas compte de son consentement, pour lui faire quelque chose, en général une action punitive
Voilà, donc dans le cadre du time-out, c'est l'isolement, mais ça peut être des travaux, ça peut être, voilà, des réponses de l'adulte négatives de type réprimande, des cris, enfin voilà, les punitions, elles englobent quand même pas mal de pratiques et maintenant, c'est toujours pareil, c'est la question de la définition. Certains vont dire que, bah, voilà, une punition, on force l'enfant à réparer son erreur, bah, c'est pas de la punition. D'autres qui vont dire, bah, la fessée, c'est une réponse adaptée à un comportement inadapté, et ça relève d'une punition, mais c'est pas violent parce que c'est juste une fessée. Enfin voilà. Donc en France, on a un problème parce qu'on ne veut pas reconnaître la violence qu'on exerce sur les enfants et du coup, ça crée ces micro débats là sur, voilà, qu'est-ce qui relève de la punition, de la violence, qu'est-ce qui n'en relève pas. Moi, j'estime qu'à partir du moment, il suffit de, voilà, de se baser sur le Larousse, hein, qui donne une définition claire de ce qu'est la violence. Et c'est cette contrainte physique ou psychologique qu'on exerce sur une personne pour lui faire ce qu'on a décidé pour elle. Donc c'est pas voilà, c'est pas forcément la violence associée à des comportements brutaux, agressifs. Donc Mmh. la violence, elle revêt plein de formes différentes et si déjà on essaye de façon, lucide et honnête de s'accorder sur ce qui relève de la violence pour l'autre, je parle même pas de l'enfant, hein, c'est pour l'autre, alors déjà, je pense qu'on changerait pas mal de choses en termes bah, de comportement, de relations, entre les humains tout simplement. Quel est le problème selon toi avec cette pratique justement du time out? Bah, si, on s'attarde sur la pratique en elle-même, la 1re chose, bah, justement, c'est le fait d'isoler, l'enfant, de ce dont il a besoin en fait, d'une figure d'attachement ou d'un adulte bah, qui prenne la responsabilité d'accompagner l'enfant à ce moment-là, puisqu'en général, il est dans un état émotionnel où il a besoin de cet accompagnement-là et il a aussi besoin d'un accompagnement dans la compréhension de ce qui se passe dans la situation, de voilà, de qu'est-ce qui se passe pour lui, qu'est-ce qui se passe pour les autres et puis, finalement, bah, comment, aussi aborder les options alternatives qui sont considérées comme socialement convenables puisque, l'idée essentielle, c'est de faire cesser le comportement inadapté, mais ça ne dit pas quoi faire à la place. Or, ça correspond pas du tout à une dynamique d'apprentissage où, l'enfant a besoin d'avoir l'alternative acceptable pour pouvoir s'y engager. Donc si on se contente de, juste l'isoler pour qu'il arrête le comportement inadapté, voilà, en termes d'efficacité, déjà ça pose question. Mais de manière générale, ça prive quand même l'enfant de choses essentielles dont il a besoin, c'est du lien et d'un référentiel, d'un adulte de confiance, bah, qui l'aide finalement à apprendre, autre chose. Donc ça, c'est vraiment au 1er plan. Après, comme ça relève d'un système de punition, punition-récompense, mais en base punition, et bien, bah, ça a tous les effets délétères de la punition. Ça altère, les capacités de l'enfant, ça altère sa confiance en lui, voilà, puisqu'on fait que de mettre en avant, ce qu'il sait pas faire et ce qui fait mal. Donc il y a cette question de la confiance en soi aussi qui est fortement altérée, Mmh. de manière générale son développement, puisqu'on nourrit en fait, la peur. Donc l'enfant Mmh. va, comment dire? S'inhiber, de certains comportements, mais par peur de la conséquence de la punition et pas parce qu'il a Mmh. compris, qu'il y a autre chose de plus acceptable à faire et puis, va développer aussi des stratégies délétères, pour, fuir, finalement la punition, comme le mensonge, voilà, cacher, se mettre en danger, hein, puisque un enfant qui, développe des stratégies alternatives, dans son coin, sans référentiel, fiable et sûr, proposé par un adulte de confiance, et bah, peut, faire des choses pires finalement que ce qu'on avait voulu éviter au départ. Donc en fait, il y a vraiment plein d'aspects négatifs, au système de punition et sans parler même, bah, de certains niveaux de punition, comme les punitions physiques, les châtiments corporels et cetera, qui là clairement peuvent abîmer, l'enfant, hein, tout simplement, ça on n'a plus besoin de démontrer les effets délétères, de ces formes de punition-là. Est-ce qu'on peut justement faire une petite parenthèse, là, sur les châtiments corporels, qui sont encore, pratiqués, hein, dans les éducations, autoritaires, comme étant un peu une discipline finalement pour discipliner, l'enfant, la fessée fait partie du quotidien parfois, malheureusement encore. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça? Oui, alors comme, tu l'évoques, il y a le côté un petit peu,
croyance qu'il s'agit d'une pratique éducative qui soit utile et efficace et qui pourrait être pertinente dans certaines situations. Alors, moi, voilà, j'aimerais renvoyer quand même les auditeurs au fait qu'il n'y a rien qui n'a jamais démontré l'efficacité de ça, déjà. Donc, ça c'est un premier élément. Donc, moi, j'arrive pas à comprendre qu'on soit encore ancré dans cette croyance que ça puisse être utile. Donc, ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que non seulement c'est pas utile, mais en plus, c'est délétère. Donc, ça, il y a beaucoup d'études qui le démontrent. Je crois que c'est Muriel Salmona qui en avait fait la plus grande revue sur toute cette littérature sur les châtiments corporels. Elle en a même écrit un livre, dont vraiment j'invite à se référer à ce large travail de référencement des effets délétères des châtiments corporels. Et puis, malheureusement, même si je fais ce renvoi, je sais qu'il y aura encore des barrières psychologiques qui font que certains adultes sont dans le déni et considèrent que mettre des tapes à l'enfant ou lui mettre des fessées, ce n'est pas frapper l'enfant. J'ai récemment dû rappeler à une maman qui fait l'objet d'une information préoccupante, qui dit voilà, je comprends pas, mon enfant c'est plaint qu'on le frappe alors qu'on lui met juste des tapes sur la main. Donc je pense qu'il y a une intime conviction vraiment liée à ces conditionnements qu'on a, que finalement lever la main pour mettre une tape sur la main de l'enfant ou ses fesses, ce n'est même pas un acte de frapper. Or, voilà, c'est le cas. Et je pense que la première chose aussi, ce serait de reconnaître ces gestes-là comme étant des agressions physiques sur autrui. C'est des agressions qu'on ne supporterait pas pour soi. Nous, en tant qu'adultes, si quelqu'un nous faisait ces gestes-là dans la rue, on porterait directement plainte, en fait. Voilà. Donc, je pense que parfois, il faut se rappeler à des choses de base, se mettre à la place de l'autre. Et non, ce n'est pas parce que c'est un enfant que ces gestes sont amoindris ou diminués. Au contraire, et ils sont encore plus graves puisque l'enfant est encore plus vulnérable que nous. Donc les effets sur lui et sa personne sont encore plus graves. On sait aujourd'hui, par exemple, de hurler sur un nouveau-né, sur un nourrisson, peut lui engendrer une crise cardiaque, de lui hurler dessus. Voilà. Donc un adulte qui se fait hurler dessus va pas faire une crise cardiaque. Mais c'est pour voilà, c'est un exemple un peu extrême, mais pour permettre un petit peu de replacer le curseur sur comment un enfant peut incorporer ce genre de gestes vis-à-vis des adultes. Donc voilà, ça c'est des choses de base, c'est vraiment voilà, d'être honnête vis-à-vis des définitions et d'avoir conscience des effets délétères. Donc à partir de là, on peut, on va dire, sereinement aborder la suite, l'alternative, comment sortir de ces schémas. Mais si déjà on ne se met pas d'accord là-dessus, la suite va être compliquée. Ouais. Et quelles sont justement les autres alternatives à ce type d'éducation? Alors, déjà, c'est de considérer que ce n'est pas de l'éducation et que ce sont des comportements qui posent problème. De toute façon, la société, a un petit peu tranché sur le plan juridique dessus, puisqu'on a maintenant une loi, civile, qui permet d'enfoncer les clous sur la loi pénale qui existait déjà, mais c'est la loi de juillet 2019 qui explicite bien que toutes ces formes de comportement sont à proscrire en termes d'éducation. Et ça relève des violences qu'on appelle éducatives ordinaires. Donc, c'est les termes retenus par la loi. Bon, on peut débattre aussi sur ce sujet, mais je renvoie un petit peu à ce qu'on se disait tout à l'heure sur la complexité des définitions et de tout ce que chacun veut bien mettre derrière. Mais voilà, la loi a quand même précisé ce point-là. Maintenant, ce qui reste, c'est effectivement au niveau sociétal d'en prendre conscience et puis de mettre ça en œuvre au quotidien. Alors aujourd'hui, on oppose de façon un peu binaire à cette éducation dite traditionnelle qui comporte ces comportements-là voilà, qui ne relèvent même plus de l'éducation pour moi, mais voilà, de comportements agressifs et qui posent problème pour l'enfant. On lui oppose donc la fameuse éducation dite positive. Donc, comme si c'était l'un ou l'autre. Moi, je ne suis pas trop d'accord avec cette vision parce que déjà, l'éducation positive, ça implique plein de principes et de préceptes dont forcément tout le monde n'est pas familier avec. Ça peut aller très loin dans les propositions. Et je pense que la chose sur laquelle on peut à minima tous s'entendre, c'est sur la question du respect. Voilà. On n'a pas besoin de livres, de recettes, de coachs, de cours, etc., pour respecter autrui.
Comme on respecterait n'importe quelle autre personne, on n'irait pas l'agresser physiquement ni verbalement. Voilà, dans une interaction, même une interaction qui n'est pas forcément apaisée, hein, même s'il y a un conflit. Donc, d'être positif, de mettre en place ces principes, etc. Pour moi, c'est un petit peu, ça peut être complexe. Et puis voilà, il y a pas mal de limites dans cette proposition. Mais par contre, rester à minima respectueux, ça, je pense que c'est quelque chose qui est à la portée de tout le monde. Et ce sur quoi on peut s'entendre. De dire, voilà, en toutes circonstances, on n'agresse pas l'autre physiquement, on l'agresse pas verbalement, même si on n'arrive pas à répondre à un enfant qui est en crise ou qui se comporte mal, bah, au moins, on ne va pas mobiliser des comportements d'agression ou de violence à son égard. Donc, on va rester respectueux en ce sens, même si on n'arrive pas à être positif ou bienveillant ou créatif dans, dans ce qu'on va lui Mmh. proposer comme alternative. Donc ça, Mmh. c'est un premier point. C'est cette valeur de respect, de se réfréner finalement envers vis-à-vis de tous ces comportements dits violents. Pour se réfréner, il y en a qui vont te dire, «Bah, oui, mais en fait, il y a tous les automatismes, tous les réflexes, tous les schémas, les conditionnements, toutes les blessures de notre propre, enfin liées à notre propre éducation qui est souvent adultiste et autoritaire, qui ressurgissent, quand on est, en train d'être en interaction avec nos propres enfants une fois qu'on est devenu, parent». Oui. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut faire en fait, pour sortir de ces schémas de répétition? Exactement. Alors, c'est vrai qu'à la différence de l'éducation positive, un accompagnement respectueux de l'enfant, bah, ça tient compte justement de ça. C'est-à-dire que sur le papier, oui, on se dit tous qu'à minima, on est en capacité, pardon, on est en possibilité de proposer cet accompagnement respectueux, donc sans violence. Mais on tient compte aussi du fait que, bah, il y a des situations compliquées. Il y a la réalité du parent, il y a ses bagages, son histoire et comme tu l'évoquais, des conditionnements, des schémas qui vont créer bah, certains automatismes et certains comportements que le parent va même, comment dire, va même être désolé finalement, va regretter d'y avoir eu recours. Mais ça passe Mmh. par la première prise de conscience dont on a parlé tout à l'heure. Si on n'est pas d'accord sur les définitions de départ, Ouais. si on n'ouvre pas les yeux sur ce qu'est la violence, on n'aura déjà même pas conscience. Donc, la prise de conscience, c'est déjà pour moi la première grosse étape avant même de parler de comment s'extraire de ces schémas. Donc, Mmh. si Mmh. on est sur ce prérequis, on va dire, non négociable de prise de conscience, c'est déjà un bon point de départ. Après, effectivement, il ne suffit pas de vouloir pour pouvoir. Ça, je suis la première à constater dans ma pratique. Et d'ailleurs, j'en ai fait une spécialité, donc d'aider les adultes qui, malgré leur bonne volonté, ont quand même ces réflexes dits de violence éducative envers leurs enfants. Et l'idée là, c'est de les accompagner sur ce qui les met dans ces situations-là. Donc ça peut être différentes causes. Effectivement, on a quand même en point commun dans la plupart des cas, c'est ces conditionnements que les parents ont eux-mêmes subis. Donc il y Mmh. a quelque part le corps qui enregistre certains comportements. Il y Mmh. a des associations qui sont faites, il y a tout un travail aussi émotionnel, donc la façon dont les émotions ont été accueillies dans la famille, la façon dont on exprime ses besoins, enfin voilà, tout cet Mmh. historique qui peut peser sur la personne. Alors moi, j'aime à rassurer parce que récemment, j'avais soulevé cette limitation de la parentalité dite positive sur cette réalité, hein, finalement, dont elle ne tient pas du tout compte de l'histoire du parent, de ces automatismes. On m'a dit, bah, si, l'éducation positive le prévoit, il suffit d'aller voir un psy. Alors, je veux bien, mais dans ce cas-là, on va tous y aller parce qu'avec 99% de parents qui ont Mmh. subi des violences dites éducatives, on va remplir les cabinets. Et il y a l'idée, c'est de se dire qu'en autonomie aussi, les parents peuvent, avec quelques conseils pratiques, mettre en place on va dire, le fait de casser finalement ces automatismes. Donc, c'est se reprogrammer quelque part avec ces comportements qu'ils ont de façon un petit peu spontanée. Et donc, c'est d'identifier bah, les triggers, les activateurs finalement de ces comportements. C'est de voir bah, quelles réponses systématiques ils apportent. Est-ce qu'ils sont systématiquement dans l'agression de leur enfant?
ou dans la fuite, par rapport à des besoins que l'enfant exprime et qui il se trouve submergé. Alors évidemment, on préfère la fuite que l'attaque dans la stratégie, donc ça, c'est des comportements de base, du cerveau, en cas de stress. Soit on attaque, soit on fuit, soit on est sidéré et on ne sait pas comment agir, donc c'est l'inhibition de l'action. Et donc, bah, déjà de comprendre ces mécanismes, de comprendre d'où ça vient, de comprendre quelles alternatives, sont possibles au quotidien, bah, ça change, la donne et voilà, en autonomie, on peut faire ça. On n'est pas obligé de passer par une thérapie pour faire, ce travail-là et voilà, moi, parmi, les tenants de: «Oui, il faut guérir de son passé, faut refaire, toute une analyse, faut refaire les liens, je ne sais quoi, avec les générations précédentes», non. Je pense qu'on peut, à partir de soi, décider: «Ça s'arrête avec moi» et voilà, les quelques stratégies que je peux mettre en place au quotidien en tant que parent, pour que, voilà, pour que je ne reproduise plus, ces gestes. Après, je suis d'accord, il peut y avoir des cas où le parent a même eu des traumatismes et ça va plus loin et là, on va bien sûr, relayer, passer le relais, auprès de spécialistes. Mais, déjà en autonomie, il y a un travail qui peut être fait et qui n'est pas «si dur» entre guillemets, voilà, en termes de charge mentale ou en termes de choses à mettre en place. Ouais, effectivement, pareil, j'en profite pour faire une petite parenthèse. C'est jamais inutile d'aller prendre soin de son enfant intérieur parce que il n'y a pas forcément justement besoin qu'il y ait eu des gros traumatismes, si tant est qu'on puisse vraiment dire qu'il y a une échelle de valeurs concernant les traumatismes. Il y a beaucoup, enfin moi je sais que je reçois beaucoup de témoignages en consultation. euh, de violences éducatives, justement, très, très ordinaires, mais qui ont eu un impact, énorme sur, la construction identitaire de la personne, sur sa confiance en soi, sur sa capacité d'être en lien, sur son rapport à l'autorité, ce qu'on peut retrouver notamment, après, en entreprise, tu vois? Dans le lien, avec la hiérarchie, tout ça, où il y a beaucoup de soumission dans notre société. Oui. Et de ce rapport, domination, soumission, il cause, énormément de dégâts. Donc c'est vrai qu'il est jamais inutile, en complément, d'aller, prendre soin de son enfant intérieur aussi et comprendre que justement, il est jamais trop tard pour pouvoir, verbaliser ses émotions et les accueillir et c'est compliqué puisqu'en fait, c'est un cercle vicieux. Quand on a été victime de cette éducation autoritaire où il y avait pas de place pour les émotions, qu'elles étaient réprimées et qu'elles étaient pas nommées et bah, après quand on est parent, bah, c'est pareil, on refait pareil. Les émotions, ça existe pas, on les verbalise pas, on les nomme pas, on doit les réprimer et du coup, bah, c'est voilà, prendre soin de son enfant intérieur, c'est quand même assez aidant pour ensuite, pouvoir prendre soin de ses propres enfants. Mais voilà, c'est la parenthèse de la psy. Je suis d'accord avec toi et d'autant que ça amène à la question justement de ses compétences. C'est-à-dire que ce passé, bah, lié à son enfant intérieur qui a souffert et qui s'est trouvé en privation de certaines, bah, voilà, un certain accompagnement. Tu soulevais la question des émotions, mais moi ce que je trouve génial dans, les ressources dont on dispose aujourd'hui, la connaissance aussi, hein, sur le développement, Mmh. cérébral, on en parle beaucoup pour les enfants, les neurosciences, mais le cerveau est plastique jusqu'à un âge très avancé. Moi, j'aime à rappeler dans mes formations que la neurogénèse, elle a lieu même pour les personnes âgées. Donc, jusqu'à plus de 90 ans, on a encore une neurogénèse qui est possible. Donc, ça veut dire en vrai qu'on peut modifier certains mécanismes, certains schémas neuronaux via, bah, déjà, comme tu le disais, une compréhension aussi de soi, voilà, mais on n'est pas obligé de ressasser forcément le passé et tous les bagages afférents, parce qu'il peut y avoir quand même une certaine lourdeur dans tout ça, mais on peut voilà, repartir de zéro, de se dire, OK, donc en ayant conscience, donc premier prérequis, la conscience des effets délétères. Deuxièmement, bah, qu'est-ce qui, moi, à titre personnel, est possible de faire ou pas dans mon quotidien en termes de stratégie alternative, etc. Et puis, quels sont les outils que je peux utiliser pour développer quelques compétences de base, comme tu le disais, sur la reconnaissance des émotions, leurs expressions. Ça, pour moi, c'est vraiment très important comme compétence humaine, voilà, dans les relations interpersonnelles, que ce soit pour une écologie personnelle ou voilà, ou encore d'être en lien avec les autres.
autres. Et Mmh. puis voilà, des petites choses comme ça. Alors j'aime beaucoup parler de la communication non violente parce que je trouve que en termes d'outils justement, ça englobe pas mal de ces questions. Alors après, moi, je ne suis pas du tout une ayatollah de la CNV en mode technicité suprême, à bien connaître tous les principes, etc. Mmh. D'ailleurs, j'entends à 100 km les gens qui sont très, comment dire, très technicien de cet outil, mais ça nous apporte quand même pas mal de choses Mmh. intéressantes comme l'écoute active, comme justement, bah, la logique des besoins et des stratégies. Alors ça, moi, ça a été une grande révélation, à titre personnel et puis aussi en tant que professionnel, bah, de cette dynamique de comprendre que, bah, derrière tout ce qu'on fait, même les pires choses et ça s'applique, bah, en tant que parent, en tant qu'adulte, en tant qu'enfant, il y a toujours une bonne raison, il y a toujours un besoin à remplir. Donc déjà de se Mmh. dire: «OK, effectivement, il y a des stratégies qui sont pas top, voire carrément délétères». Bah, la violence envers les enfants, ça reste une stratégie, mais ça vient nourrir un besoin. Un parent qui mobilise les violences éducatives, il le fait pas par perversion pour faire du mal à son enfant, il le fait parce que derrière il a un besoin, voilà, de transmettre, de sécurité pour son enfant. Combien de fois on a vu des parents mettre une fessée à leur enfant parce qu'il venait de traverser la route? Ça peut Mmh. paraître antinomique de se dire, voilà, ce genre de réaction, mais en fait, c'est un mécanisme, c'est un schéma de se dire, cette stratégie qu'on a mobilisée qui est la fessée, on a pensé qu'elle était adaptée à la réponse de l'enfant qui, traversait la route, tout seul, en se mettant en danger. Donc Mmh. la question des stratégies et des besoins, si on s'y intéresse, elle vient régler beaucoup de choses. On se rend compte qu'on a tous des besoins qui sont tous légitimes et que, finalement, c'est sur la stratégie où on va pas être d'accord. C'est la stratégie qui, bah, peut compromettre le vivre ensemble, peut, nous faire, voilà, rentrer en conflit et cetera. Et donc ça, c'est Mmh. la CNV qui nous l'a apporté, cette logique et que je trouve super et voilà, donc s'il y a vraiment deux principes de base, ce serait ceux-là et puis après voilà, comprendre les émotions, que les émotions, bah, sont justement là pour exprimer un besoin, qu'il y en a pas des positives, des négatives, qu'elles sont toutes Mmh. bonnes à entendre, toutes bonnes à décrypter et que derrière, on revient sur, bah, quelle stratégie finalement on va décider, de mobiliser par rapport à un besoin et une émotion associée. Donc voilà, tous ces sujets-là sont vraiment passionnants et pour moi, il n'y a pas besoin, voilà, encore une fois, de suivre je ne sais combien d'ateliers, faire des consultations pour s'informer un petit peu sur ces sujets-là. Ça a été assez vulgarisé. Voilà, on retrouve plein de ressources, sur internet, sur les réseaux sociaux maintenant sur ces questions-là et Mmh. si on s'y intéresse un peu, bah, voilà, ça peut déjà faire voilà, de grands changements, Mmh. dans la relation adulte-enfant. Oui, je pense qu'il y a vraiment, 2 choses. Il y a déjà, comme tu disais, l'information, des prises de conscience par rapport aux méfaits que ça peut avoir. Comprendre l'intérêt de la responsabilisation, en fait, de l'enfant plutôt que de la répression. Enfin, tu parlais de l'enfant qui traverse la route, si on le réprimande pour son action, plutôt que de prendre le temps de lui expliquer en quoi il se met en danger, finalement, on l'aide pas à devenir, autonome et responsabilisé. Je crois que c'est quand même ça le gros problème, en fait, c'est qu'on enfin, dis-moi si je me trompe, hein, mais je suis pas spécialiste, mais c'est que cette recherche, d'efficacité sur le moment, c'est-à-dire que l'enfant ne traversera plus jamais la route comme ça, finalement, bah, c'est parce que ça peut être le cas. Je veux dire, s'il est puni ou s'il est tapé, peut-être qu'il va comprendre: «Bah, moi, je vais plus jamais traverser la route». C'est ce qui fait dire certains que, c'est efficace comme technique, la punition. Mais est-ce que c'est vraiment ça qu'on cherche, en fait? Oui et puis, c'est une efficacité très aléatoire, hein. C'est jouer un petit peu à la roulette russe parce que, on le voit bien, hein, alors oui, si l'esprit est suffisamment marqué à ce moment-là, il peut y avoir une association. Tu utilisais le mot «comprendre», mais c'est pas les mécanismes de compréhension qui sont à l'œuvre, c'est vraiment une association de survie c'est vrai, je me suis mis en danger, donc déjà j'ai même pas conscience que je me suis mis en danger, mais par contre, si jamais je refais cette action, il y a un autre danger pour moi et ça, je l'ai expérimenté, je l'ai compris, on me l'a dit. Voilà, donc en gros, je vais avoir mal si je fais à nouveau cette erreur entre guillemets. Donc là, c'est l'association de survie. C'est pour fuir ce danger extrême de se faire frapper que je vais essayer de faire en sorte de ne pas avoir ce comportement. Alors,
Malheureusement, les enfants sont souvent punis pour des comportements qu'ils ne contrôlent pas. Donc déjà, ça, c'est super injuste parce qu'on a des attentes irréalistes. En général, tout ce qui est comment dire, système punition récompense ne tiennent pas du tout compte des capacités de l'enfant. Donc souvent, ils se font punir parce qu'ils savent pas faire autrement, en fait. D'ailleurs, il y a une citation que j'aime bien donner. Alors, je crois que c'était John Erner, qui est un éducateur, qui disait que si un enfant ne sait pas lire, nous lui enseignons. Si un enfant ne sait pas nager, nous lui enseignons. Si un enfant ne sait pas multiplier, nous lui enseignons. Et si un enfant ne sait pas se comporter, nous le punissons. Ce qui est vachement logique, puisque tous ces comportements relèvent des mêmes mécanismes d'apprentissage, d'acquisition. Et savoir bien se comporter relève aussi bien des mêmes mécanismes que savoir nager, savoir multiplier, etc. Sauf que ça, on ne comprend pas, nous, en tant qu'adultes éducateurs. Et du coup, on reproduit des schémas qu'on pense efficaces. Et c'est ce que je disais, c'est la loterie. Donc oui, effectivement, un esprit suffisamment marqué par une douleur, par un mécanisme punitif sévère qui le marque, pourrait faire cette association et par la peur ne plus reproduire l'erreur, mais ce n'est pas garanti. Et ce qui se passe souvent, dans la majeure partie des cas, c'est que pour que ça fonctionne, on escalade dans la force, dans l'usage de la force, dans la sévérité des punitions. Et d'ailleurs, si on reprend le cas dont on a parlé en début là, de conversation sur le time-out, par exemple, pour le time-out, typiquement, si ça ne fonctionne pas, on vous dit enfermer l'enfant plus longtemps. Et ça marchera mieux la prochaine fois. Donc, en fait, c'est augmenter la durée de la mise à l'écart pour être sûr que ça fonctionne. Donc, en termes d'efficacité, c'est complètement discutable. Et encore une fois, dans une logique bénéfice-risque, quand on voit tous les effets négatifs, voilà. Alors après, encore une fois, il y a ce côté un petit peu raisonnement de l'éducateur qui va opposer les bénéfices, les risques, de se dire, bon, ça peut être efficace, ça peut être utile, et puis voilà. Mais il y a surtout des schémas de décharge. Dans l'exemple que j'ai cité tout à l'heure, c'était des parents qui me l'avaient invoqué en disant, voilà, je sais que la fessée, c'est délétère et vraiment au quotidien, je n'y ai pas recours, mais cette fois-ci, je me suis surpris à donner fessée à mon enfant. En plus, il a traversé la route, c'est complètement antinomique. Mais c'était parce qu'à ce moment-là, le parent a ressenti un fort stress. Donc, ce stress nécessite une action de décharge et la décharge automatique qui a été trouvée, c'était de la libérer en frappant l'enfant. Donc ça, c'est un schéma qui est quand même assez courant. C'est de fort stress, d'énervement, de colère. On va frapper l'enfant. Ce n'est pas que à visée éducative, dans le sens idéal où un adulte saurait maîtriser la force de sa main. Souvent, quand l'enfant est frappé, il est frappé parce que l'adulte a besoin de décharger. Ça, c'est un mécanisme pareil, dont on n'a pas toujours conscience. Mais voilà, si on fait ce travail-là de reconnaissance de ce problème et de se dire, bon, c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire et sur lesquels il faut travailler, voilà. Et moi, j'aime bien rappeler ces mêmes adultes qui font ce genre de choses et qui ne se rendent pas, voilà, qui ont quand même envie de bien faire. Je leur rappelle, mais voilà, demain, vous avez un rendez-vous avec votre banquier, il vous tape sur les nerfs ou votre patron, vous n'allez pas le frapper de décharge. Donc, c'est bien qu'il y a des mécanismes inhibiteurs qui sont à l'œuvre dans votre cerveau qui vous freinent finalement. Mais ceux-là ne sont pas à l'œuvre quand il s'agit de l'enfant parce qu'il y a encore des croyances qui viennent soutenir voilà, cette levée d'inhibition, on va dire, vis-à-vis de l'enfant. On va moins se réfréner avec l'enfant parce que c'est notre enfant. Donc, il y a ce côté aussi, c'est mon enfant, j'en fais ce que je veux pour certains. Voilà, pour d'autres, c'est vraiment de se dire que, je sais pas, c'est une forme de barrière qui saute à un moment donné et on se pose moins la question finalement de ce comportement qu'on aurait quand même réprimé avec n'importe qui d'autre et qu'on se permet finalement avec l'enfant parce que on reste quand même dans une société, comme tu disais, adultiste et qui a un regard voilà, où l'enfant n'a pas toute sa place, n'a pas tous ses droits. Et c'est ça qui est un petit peu désolant. Donc, voilà, je pense que c'est vraiment sur toutes ces questions qu'il faut qu'on se pose un petit peu ensemble, qu'on prenne conscience des schémas qu'on reproduit, qu'on prenne conscience aussi de ce qu'on veut finalement dans la relation. Et là, on verra quand même une granularité des situations qui est, voilà, c'est pas binaire, c'est pas, il y a les méchants adultes qui ont décidé d'user la fessée et puis les bons qui défendent les enfants. Moi, je pense que c'est beaucoup plus complexe.
Mais ce qu'on retrouve souvent, c'est voilà, cette question de prise de conscience. Hein. Vraiment, c'est ce point de départ. Ne serait-ce que de se permettre de se poser la question et de discuter ensemble des choses, je trouve que c'est déjà un point de départ important. Et qu'on ne se permet plus finalement, là, avec tous ces débats, on nous range dans des cases, il y a voilà, des querelles de chapelle sur ce que c'est que la bonne éducation. Et pour moi, on passe à côté de la vraie question sur la considération de l'enfant dans la société, tout simplement. On l'a évoqué un petit peu tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous parler un peu, selon toi, de l'éducation positive? Alors, la première limite, comme je le disais, effectivement, c'est qu'elle ne prend pas en compte une certaine réalité pour les parents qui ont un certain vécu et que ça reste assez binaire. Déjà, le mot positif, on a juste envie de lui opposer le mot négatif et puis on résout la question. Donc, ce côté un petit peu, voilà, qu'est-ce qu'on fait de tous les parents qui, quand même, ont envie d'être positifs tout le temps, mais n'y arrivent pas. Et pour moi, voilà, il y a pas besoin d'être positif tout le temps. Si on vise à être respectueux, on a déjà fait pas mal «de travail» entre guillemets. Donc ça c'est ce premier point, c'est cette limite-là vraiment de prendre, en compte le bagage du parent, son niveau de ressources à un instant T, ses automatismes, ses difficultés aussi qu'il a, dans certaines compétences qui ont été, entravées par rapport à sa propre éducation. Et puis, la deuxième, alors moi je les hiérarchise dans l'autre sens en général, mais la deuxième c'est, il y a pas toujours une remise en question, en cause du résultat, attendu. C'est-à-dire que, il y a quand même, derrière l'éducation positive, l'attente d'un résultat qui nourrit. Ça on le voit, hein, dans les propositions qui sont faites via les auteurs, via les ressources, les livres, maintenant les influenceurs dans le domaine, c'est vous pouvez très bien arriver à faire obéir votre enfant sans le frapper ou sans crier. C'est ces formules un petit peu, voilà, comment le faire obéir, comment le faire faire ceci, lui faire faire cela. Donc la question du faire faire à l'enfant n'est pas remise en question, justement. On reste dans une visée de l'obéissance, dans un résultat éducatif. Et pour moi, ça, c'est problématique en soi, puisque ça nourrit ce qui est déjà problématique avec le système punition-récompense, à savoir faire obéir l'enfant. Voilà. Donc là, c'est le faire obéir de façon douce et soft et bienveillante et positive. Mais voilà, le principe même du faire faire n'est pas questionné. Et donc, ça ouvre la porte à cette ascendance, à cette verticalité, au rapport de force et quand les ressources positives ne fonctionnent plus, on retourne à la case départ avec les ressources, moins positives et plus violentes. Voilà, donc ça, c'est, la deuxième limite pour moi de la parentalité dite positive et c'est déjà bien assez parce que, j'ai pas envie de descendre, les propositions de la parentalité positive de manière générale parce que je trouve quand même qu'elle reste une ressource intéressante, pour ouvrir ce questionnement sur l'éducation. Et donc, ça serait quand même bien d'intégrer ces 2 points, de se poser plus la question du faire faire, d'arrêter de nourrir, le résultat et également de, prendre plus en compte le parent, avec ses bagages, avec ses difficultés et quoi lui proposer s'il n'y arrive pas à mettre en place les préceptes de la parentalité positive. Mais quand on parle d'obéissance, est-ce que c'est pas aussi pour des choses simples du quotidien, du type maintenant il faut s'habiller parce que on doit sortir, etc. Enfin, faire obéir, c'est aussi c'est le moment, faut y aller quoi. Oui, bien sûr qu'au quotidien, voilà, il y a des choses où on contraint l'enfant, voilà. Mais je trouve que c'est plus honnête de dire, voilà, à l'enfant: «Écoute, là, je comprends, tu as pas envie, d'aller avec moi chez le médecin», surtout s'il est même pas concerné par le rendez-vous et qu'on voilà, parce qu'on n'a pas de mode de garde, on n'a pas de proposition alternative. Mais c'est plus respectueux pour ma part de lui dire: «Voilà, j'entends que tu as pas envie d'y aller, que OK, la prochaine fois, j'essaierai de trouver une autre solution ou voilà, qu'on fasse autrement les choses, mais là, on doit y aller. Plutôt que de développer tout un panel de trucs et astuces positives pour le manipuler gentiment pour qu'il finisse par faire ce qu'on a décidé pour lui. Je ne trouve même pas sain dans une relation, ce côté un petit peu manipulation douce qui est souvent proposé en parentalité positive, la diversion, remplacer une émotion dite justement positive par une autre qui serait plus négative. Voilà, tous ces comment dire? Toutes ces propositions-là existent dans
l'éducation positive en général. Alors, je sais qu'au sein de l'éducation positive, tout le monde n'est pas d'accord là-dessus, mais la réalité est là, c'est que ces propositions portent quand même l'étiquette d'éducation positive. Et donc, pour moi, voilà, ça ne permet pas, encore une fois, à l'enfant d'avoir l'espace de s'exprimer, d'avoir des options qui restent respectueuses de sa personne, et ça enferme l'adulte dans la logique de lui faire obéir. Et si ça marche pas gentiment, on a recours aux manières fortes qui sont moins gentilles. Et donc, c'est là où c'est compliqué. Après, on a tous le même quotidien, hein, donc si je prêche l'accompagnement respectueux, même dans un contraint, voilà, dans une réalité très terre à terre, je pense qu'on peut quand même trouver toujours une solution où, même si finalement on fait faire à l'enfant, mais on lui fait faire en le respectant, en faisant pas semblant que on va lui faire autre chose, ou voilà, juste de le respecter en tant que personne, de ok, là c'est vrai, on doit y aller. Oui, là c'est vrai, tu n'as pas envie de t'asseoir dans le siège auto, tu n'as pas envie de t'attacher. Oui, c'est vrai, là tu as envie de rester jusqu'à 22 heures au parc. Non, enfin voilà, je suis Oui, jamais mais pour restée. qu'il... Hmm. Voilà, donc, Ouais, je comprends, mais pour que, enfin, dans les faits, pour reprendre cet exemple tout oui, à fait voilà, classique, dans les faits, du coup, parce que moi, j'entends justement cette idée de, on va trouver pour qu'il le fasse de son plein gré, de trouver des choses un peu plus motivantes, quoi, que de se mettre dans la voiture pour aller chez le médecin ou pour partir je sais pas où. Peut-être, voilà, ces petites stratégies dont tu parles, finalement, ce que moi je comprends, c'est qu'elles sont là pour que l'enfant puisse y aller de son plein gré sans qu'on ait besoin de le prendre manu militari pour le mettre dans la voiture. Donc du coup, vu qu'a priori, s'il ne comprend pas l'intérêt d'aller chez le médecin, par exemple, comment on fait dans ces cas-là? justement, moi, je renvoie encore à la question des besoins et des stratégies, parce que là, on va se focaliser sur la stratégie dite positive, mais c'est pas le sujet, en fait. C'est pas le problème de la stratégie. Le problème, c'est le besoin. Alors qu'un enfant qui refuse d'aller quelque part ou qui refuse de faire ce qu'on attend de lui, il y a une raison pour ça. Donc, à Hmm. force de parler d'astuces positives, de diversion, de je fais tout pour que ça a l'air d'être consenti, mais en vrai, on va pas se mentir, c'est pas vraiment du consentement, parce que en tant qu'adulte, on n'aurait pas aimé qu'on nous en bobine entre guillemets pour donner notre consentement de cette façon détournée. Donc là, la question c'est le besoin. Donc moi, à chaque fois qu'on m'invoque une situation conflictuelle, difficile avec un enfant, je reviens à cette base. Pourquoi? Étudions ensemble. Qu'est-ce que l'enfant veut dire quand il refuse la coopération alors qu'elle est importante à ce moment-là, etc. Donc il y a sûrement un besoin à remplir, et il suffirait parfois de s'occuper de ce besoin pour dénouer la situation. Voilà, il y a plein de cas. Récemment, là, un basique classique, c'est le côté voiture, justement. L'enfant qui, à 2 ans, va partout dans la voiture sauf dans son siège, et que la maman perd du temps, et que pourtant elle a des rendez-vous, elle a les obligations. Et en fait, quand l'enfant fait ça, qu'est-ce qu'il veut? Il y a plein de raisons. Mais dans ce cas précis, c'est un besoin d'exploration qu'il voulait faire en allant prendre le volant. On peut trouver une alternative. Donc, son besoin d'exploration, il peut être rempli autrement. Donc, identifions le besoin et proposons une alternative à ce besoin pour que le besoin soit rempli. Quand l'enfant a ses besoins remplis, il va pas vous remettre en question sur la stratégie. L'enfant, il n'est pas comme ça. L'enfant, il est très basique. Donc, si on arrive à trouver une autre stratégie qui nous convient mieux, mais qui remplit quand même le besoin de l'enfant, là, on a résolu le problème et on peut avancer. Donc là, par exemple, la maman, elle avait mis un petit jeu pour que l'enfant puisse remplir ce besoin d'exploration, mais dans son siège. Du coup, Hmm. tout le monde était content. Et donc, d'un point de vue extérieur, quelqu'un pourrait dire, parce que la première chose qu'elle m'a dit, elle me fait, quand je fais diversion, ça marche. Oui, mais du coup, elle a quand même toujours le problème. Elle sait que la diversion fonctionne, mais elle a toujours le même problème. Alors que là, c'est plus efficace encore. Parce qu'on a trouvé le problème, on a trouvé une stratégie alternative qui est plus efficace pour voilà, que la fameuse diversion qui était juste de lui faire penser à autre chose, de lui faire sortir justement, de le détourner de son besoin initial. Voilà, et il y a plein de choses comme ça, que ce soit le départ pour le matin, les enfants qui traînent des pieds, voilà, qui mettent du temps à se préparer, où c'est la difficulté de la séparation, etc. Il y a plein de choses qui peuvent expliquer pourquoi l'enfant finalement ne coopère pas. Et on peut le transposer à toutes les situations du quotidien.
Et donc, en s'intéressant aux besoins et en disant plutôt oui aux besoins que non aux stratégies, eh Mmh. bien, ça change complètement la dynamique et on sort de ce réflexe qu'on pourrait avoir finalement à chercher quelque chose comment dire, de détournement d'attention, de diversion, je ne sais plus quel terme tu avais employé, voilà, pour exprimer ces propositions. Donc, Ouais, je sais plus, mais en tout cas, ça ça me parle bien ce que tu dis parce que ça on a vu, enfin, on voit, chaque année fleurir tout plein de stratégies, par exemple, pour la rentrée, scolaire avec des petits cœurs et tout ça. Alors que c'est vrai que quand on s'intéresse, aux besoins, bah, peut-être que justement on aurait tout un intérêt à respecter le besoin, par exemple, en l'occurrence de proximité, parent-enfant, plutôt que de, exactement. chercher à tout prix à aller dans la séparation forcée et mettre des petits cœurs partout pour essayer de fleurir, et d'enjoliver la situation qui, en Oui, soi, ne devrait peut-être pas être. oui, pour Mmh, les plus petits notamment, et ça, on est de mmh, plus en plus à prendre conscience sur les besoins d'attachement et cette remise en cause sur une séparation forcée en bas âge. Mais pour les enfants qui sont non-verbaux, il y a plein de choses aussi pour les accompagner, pour l'expression des besoins, des émotions, avec les gestes associés à la parole ou la langue des signes dite pour voilà, pour les bébés, etc. Donc ça, typiquement, bah, c'est un outil qui peut être très précieux pour aider un adulte à décrypter les besoins de l'enfant, ses émotions, et dialoguer finalement dans un temps de vie où c'est un peu compliqué de s'exprimer quand on a 2 ans. Voilà, et puis, j'ai envie de dire, c'est une stratégie, c'est des outils qui sont valables à vie, même pour les ados, voilà, donc quand on est, voilà, sont valables de toutes les situations interpersonnelles, dans le couple et cetera, ça reste valable. Voilà. et est-ce que, du coup, le système, punition-récompense, il est beaucoup utilisé à l'école ou pas? Moi, je sais pas parce que mes enfants ne vont pas à l'école, mais parfois j'entends dire des choses pas très. Oui, oui, alors c'est un système, comment dire? C'est un des on va dire, c'est un des leviers pédagogiques qui est beaucoup utilisé alors dans le système traditionnel relevant de l'éducation nationale. Je crois qu'il y avait même Blanquer qui avait fait une intervention il y a peu, une espèce de spot TV, je ne sais plus, où il expliquait que si on n'avait pas tel bon comportement, on se ferait punir. Donc c'est complètement ancré, validé, voilà, dans un système éducatif traditionnel, parce que école, il y a plusieurs écoles, même si on connaît que la version proposée par l'éducation nationale. Il y a de plus en plus d'écoles dites hors contrat, donc qui ne relèvent pas de l'éducation nationale, qui visent à proposer justement un autre cadre éducatif et de s'affranchir de ce système punition-récompense. Mais pour le système, on va dire classique, relevant de l'éducation nationale, oui, malheureusement, c'est un principe de base voilà, qui est à l'œuvre. Donc le problème on va dire, de ce fondement, c'est aussi que il est antinomique pour moi des apprentissages, puisque on l'a vu, hein, ce qu'engendrent les punitions. Pour moi, c'est complètement paradoxal d'être dans une logique dite d'apprentissage en se basant sur ces leviers bah, de peur, de stress, qui ne permettent pas justement les apprentissages. Donc oui, ça crée des conditionnements peut-être forts à l'obéissance, au silence, au respect de règles, voilà. Mais ça ne produit pas du tout l'apprentissage et des acquisitions. Voilà, donc pour moi, c'est antinomique et c'est une vraie question à se poser. Et je pense que, voilà, quand on s'intéresse aux apprentissages, quand on se dote de cette mission de permettre à des enfants de devenir des adultes de demain, plein de compétences et de connaissances, eh ben, on devrait se poser la question du cadre qu'on propose. Et pour moi, il faut s'affranchir du cadre punitif, du principe même du système de punition-récompense, bah, pour créer un environnement d'apprentissage propice. Voilà, donc ça, c'est vrai que c'est une question importante. J'ai beaucoup de parents qui souffrent du fait qu'ils font tout en place à la maison pour respecter leur enfant, pour sortir de ces principes-là, mais qui vraiment, le cœur en peine, confient leur enfant au système d'éducation nationale où les principes de punition-récompense sont à l'œuvre. Et ils n'ont pas la main dessus puisque bah,
Voilà, ça fait partie du système, c'est dans les règlements, c'est dans parfois des permis à points et je parle même pas du système que moi j'appelle mafieux, que certains adultes utilisent, d'humiliation, de mise au coin, de terreur, de l'enfant, qui n'obéit pas au doigt et à l'œil, à l'adulte en charge. Donc voilà, je pense que travailler dans un tel contexte anxiogène, pour moi, c'est comme un boulanger qui ferait du pain après avoir fait de la poterie sans se laver les mains. Voilà, c'est un peu l'image que Mmh. j'aime utiliser. Ça va gâcher le pain, ça va le rendre toxique et c'est un peu ce qu'on produit quand on éduque, quand on instruit dans un contexte basé sur le système punition-récompense. Et pour terminer, quel accompagnement, respectueux de l'enfant permettrait un meilleur vivre ensemble? Une société un peu meilleure? Alors, pour moi, le mot-clé, bah, c'est le respect, c'est ce côté respectueux. Donc vraiment, c'est, comme je le disais, une valeur sur laquelle, on peut s'entendre. On peut facilement, donner, la définition du respect. On peut facilement, voilà, considérer l'autre dans son, intégrité physique, psycho-affective, lui donner, les égards et la dignité qu'il mérite en tant que personne. Donc ça, c'est valable, j'ai envie de dire, pour toute personne, donc y compris les enfants. Et moi, ce que je propose, c'est vraiment une démarche qui est axée sur cette notion de respect. Donc je l'ai appelé très basiquement l'accompagnement, respectueux des enfants et j'ai développé, cette démarche autour de 3 grands piliers. Bah, le premier, bah, c'est cette question du respect. Je ne vais pas y revenir sur, voilà, le fait de prendre en compte, leur personne, de ne pas porter atteinte à leur intégrité, de considérer leurs besoins en toutes circonstances. Voilà, même si les stratégies ne conviennent pas, il y a toujours un besoin légitime et parfois aussi de sortir de la question du besoin, basique, comme tout le monde l'entend avec la pyramide de Maslow, le dormir, manger, jouer. Il y a voilà, l'être humain est plus complexe que ça. Donc, tout à l'heure, on a donné un cas avec un exemple d'exploration, mais il y a tous les besoins d'apprentissage, d'épanouissement, de reconnaissance. Enfin voilà, la liste est très large. Et puis, pour celles et ceux que ça intéresse, j'ai une liste que je mets souvent à disposition dans mes ressources. De les respecter aussi dans leurs capacités. On l'a un petit peu évoqué tout à l'heure, mais se rappeler que bah, voilà, les enfants sont vulnérables, ils ont un cerveau en maturation, que ce sont des personnes en construction, que c'est important aussi d'avoir des attentes réalistes vis-à-vis d'eux. Et que aussi, bah, ils sont différents. Donc les respecter dans leur individualité. Ils ont tous, voilà, un tempérament différent, un parcours de vie, un contexte familial différent. Donc ça, vraiment, voilà, ce respect, c'est vraiment le pilier central. Et après, vient la question de l'autonomie. Tu l'avais évoqué tout à l'heure, puisque c'est notre objectif aussi en tant que parents, c'est d'autonomiser les enfants. Et donc, si on raisonne bah, sur la question de la capacité, en partant de là, eh bien voilà, on est en connaissance des capacités de l'enfant, des besoins physiologiques, de comment se développe l'enfant. On peut déjà bah, cerner les paramètres qui vont nous aider à l'accompagner justement dans cette autonomie. Et puis voilà, garder des attentes réalistes, essayer d'adapter l'environnement à chaque étape. Et l'autonomie, c'est pas je sais tout faire tout seul du jour au lendemain. C'est vraiment un processus. C'est de passer de l'étape de je dépends d'un adulte à 100% pour mes besoins à je suis complètement autonome. Je sais tout faire tout seul dans la vie réelle. Donc ça, c'est vraiment, ça se fait par étapes. Ça concerne tous les pans de la vie de l'enfant, que ce soit l'alimentation, le sommeil, les apprentissages, les relations interpersonnelles. Voilà, c'est très vaste et c'est notre mission pour moi. Donc, la question de l'autonomie et l'accompagnement à l'autonomie, elle est vraiment centrale dans cette démarche de l'accompagnement respectueux de l'enfant. Et puis, elle intègre quelque chose, un gros mot qui fait peur aux adultes, c'est la liberté. Voilà, c'est laisser de la place à de la liberté à l'enfant. Et je sais que le curseur peut être variable et que derrière, ça fait très peur, que si on laisse l'enfant un peu libre, on a peur des épouvantails qu'on agite, le laxisme, voilà. Non, la liberté, c'est quand même un besoin fondamental des individus. Et s'il n'y a pas de place à la liberté dans l'équation, pour moi, on peut même pas parler de respect d'une personne. Donc, ça fait forcément partie de l'équation et il faut se poser cette question de quelle marge de manœuvre on laisse à l'enfant. Et donc, dans l'autonomisation de l'enfant, la liberté, elle est aussi, pour moi, vraiment essentielle. Et enfin, bah, c'est la relation, c'est la qualité de la relation adulte-enfant qui, pour moi, doit être vraiment basée sur la confiance. Elle doit être la plus
la plus horizontale possible, parce que si on implique la verticalité, on va forcément ramener des rapports de force, et derrière les rapports de force, on peut tomber dans les violences. Donc si on vise l'horizontalité, même si je sais qu'elle n'est pas toujours facile à mettre en œuvre, mais en tout cas de la viser et voilà, de construire cette relation de qualité basée sur la confiance et aussi sur ce qu'on appelle l'amour inconditionnel, voilà, de non-jugement, d'accepter l'enfant dans son évolution, voilà, ça va changer pas mal la donne. Donc ça, c'est une proposition que je fais. Je suis consciente que ça peut être ambitieux pardon, par rapport à là où on part, d'où on part parfois. Mais derrière, voilà, tous ces éléments, il y a vraiment des concepts de base et qu'on peut essayer d'inclure vraiment au quotidien à chaque fois en se posant la question de voilà, quelle liberté j'accorde à l'enfant, qu'est-ce que je pense obtenir là de la relation si j'ai tel comportement, est-ce que comment ça va impacter notre relation, voilà, ces petites questions-là, si on se les pose régulièrement, on commence à ajuster un petit curseur qui va nous permettre d'intégrer l'accompagnement respectueux au quotidien. Donc, c'est voilà, c'est une proposition que je fais et je suis très optimiste sur le fait qu'on peut être nombreux à la mettre en place et qu'au final, ça va répondre à la fois aux besoins de l'enfant, mais aussi de l'adulte, qui quand même, rappelons-le, voilà, l'adulte peut se retrouver dans cette relation avec l'enfant. C'est pas une tare que Mmh. d'accompagner l'enfant. Au contraire, ça nous apporte aussi beaucoup de choses à nous, adultes. On grandit aussi Mmh. avec nos enfants. Oui, c'est très juste et pour ça, il faut sortir de cette vision aussi de dressage de l'enfant. Parce que tu disais tout à l'heure qu'être parent, c'était, aider l'enfant à être, accompagner l'enfant, sur le chemin de son autonomie. Mais c'est vrai qu'il y a encore cette vision, de l'enfant adressé qui est très, prégnante, dans notre société. C'est vrai, Mmh. c'est triste parce que ça, voilà, ça vient tirer finalement toutes ces ficelles négatives dont on parle c'est aussi une charge, hein. Franchement, je pense qu'on s'allège aussi la vie quand on voit autrement la relation à l'enfant. C'est-à-dire que Mmh. quand on arrête de se prendre la tête sur ah oui, il faut que je fasse en sorte que mon enfant soit aimable, soit un citoyen parfait, il faut qu'il puisse bien accepter son patron plus tard, que voilà, que tout le monde le trouve gentil et aimable. Mmh. C'est une charge énorme. On peut pas, voilà, on reste dans cette idée de contrôle, de modelage selon un idéal. On se met une pression de fou. Alors que si finalement on raisonne plutôt en mode bon bah voilà, j'ai invité un être humain dans ma vie, j'ai envie d'avoir une belle qualité de relation avec lui le plus longtemps possible, parce que l'enfance, voilà, la relation parent-enfant, finalement, il n'y a pas de fin. On reste le parent de nos enfants jusqu'à la fin. Et qu'est-ce que j'ai envie d'avoir comme relation avec cet enfant? Il fera ses erreurs et il sera pas voilà, sûrement pas aimé, adulé de tous, mais j'ai envie d'avoir une belle relation avec lui et puis j'ai aussi envie qu'il évolue, bon, j'ai envie voilà, j'ai des ambitions pour lui, mais je peux aussi un peu lâcher prise sur, comment lui, il sera en tant que futur adulte, d'arrêter cette mission, absolument de résultat sur, l'adulte, de demain qui sera et de voilà, de se remettre un petit peu dans le présent, dans la relation à lui. Bien sûr, ça n'empêche pas la transmission de valeurs, de poser un cadre, où voilà, où il apprend des choses, mais je pense qu'il y a une magie, voilà, j'aime pas les formules magiques et ça, mais il y a quand même une magie dans la posture respectueuse, c'est qu'elle devient mutuelle. Donc sinon, on est respectueux vis-à-vis des enfants parce que, de fait, ce sont des personnes et qui méritent le respect et automatiquement, les enfants apprennent à nous respecter quand ils le peuvent, hein, parce qu'à 2 ans, voilà, c'est un peu compliqué. Il y a encore des gestes pulsionnels, des comportements, voilà, pas socialement acceptables et qui peuvent durer un petit peu, voilà, jusque 6-7 ans. Mais cet accompagnement respectueux, il produit quand même aussi ce respect en retour. Donc Mmh. et voilà et donc là, si on a posé ce terreau-là, on peut être sûr que la question du respect, elle sera, voilà, elle sera retransmise et continue finalement dans l'évolution de l'enfant et ça rassure par rapport à toutes ces questions sur ce que va devenir l'enfant, comment il sera dans la société. S'il a déjà cette valeur forte du respect ancrée en lui parce qu'il a été respecté, pour moi, on a déjà rempli notre mission et il faut arrêter de se mettre cette charge, voilà, Mmh. sur ce qu'on doit faire en tant que parent. Mmh. OK, merci à toi Maya de soutenir cette parentalité, respectueuse de l'enfant et de nous avoir permis de comprendre qu'il existe,
d'autres alternatives à la punition et aux diverses pratiques répressives. Grand merci. Merci à toi, Chloé. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de le liker et de vous abonner à la chaîne YouTube du podcast À Cœur Joie. Merci beaucoup de votre écoute et prenez bien soin de vous.